Bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour. Ancien ministre bien sûr, ancien président surtout du Conseil constitutionnel. Vous étiez tenu par le devoir de réserve, vous ne pouviez pas parler et puis ça y est, vous n'êtes plus président et donc vous balancez on va dire. Non, je ne balance pas. D'abord, j'ai toujours un devoir de réserve puisque je ne dis pas comment se déroulaient les délibérations du Conseil. Donc ça, je suis toujours tenu. Et puis, chaque jour, comme je ne pouvais pas parler, j'avais mon mur de lamentation. Oui. C'était ma feuille blanche où j'écrivais ce que j'avais vu, ressenti, Oui. mes humeurs. Parfois et vous mes disiez humeurs. j'ai même envie de crier dans le vide. Oui, parce qu'il y a des choses qui me révoltaient et je ne pouvais rien dire. Oui. Qui vous révoltait par exemple comme les pressions politiques que faisait Nicolas Sarkozy sur le Conseil pour l'empêcher ou le dissuader de censurer telle ou telle loi. Oui, ce Conseil constitutionnel, tout le monde s'accorde à le reconnaître, on l'a complètement transformé. Mais cette transformation, dans le but de son indépendance totale. Aujourd'hui, si on veut réconcilier nos concitoyens avec les institutions de la République, il faut qu'ils aient le sentiment qu'une institution comme le Conseil est indépendant de tout le monde. Mais ça, on faisait tout pour que vous ne le soyez pas. Vous le décrivez, vous dites Nicolas Sarkozy, impétueux, nouveau président, vous fait comprendre que sinon tu vas me retrouver en face de toi. Si Oui, tu fais mais pas ce que je te dis. je disais toujours aux membres du Conseil constitutionnel, nous avons à l'égard des politiques un devoir d'indifférence ou même d'ingratitude. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous exercez cette fonction qui est essentielle, défendre les droits et les libertés, vous ne devez avoir comme règle que le respect des droits, que le respect des libertés et des droits et des libertés qui sont constitutionnellement garantis. Vous avez un regard sur la classe politique du haut de ce Conseil constitutionnel. Vous dites par exemple Villepin, vous dites c'est Machiavel avec le cynisme incarné. Oui, c'est une grande déception. On voit ce personnage qui avait le destin qui s'ouvrait et qui, parce qu'il méprisait tout le monde, n'est pas arrivé. Mais il y a aussi de très heureuses découvertes. Oui, alors Juppé, vous dites très intelligent, mais très décevant. Non, mais je dis qu'il est à la fois, c'est un homme qui a un sens de l'État remarquable. C'est un homme qui est d'une intelligence redoutable. Il a un problème. C'est un timide. C'est un timide qui n'ose pas. Donc du coup, il est froid. Et donc il il est pas froid chaleureux. et je pense que il est important pour lui qu'il aille au contact de la population. On a besoin d'être. Les Français ont besoin de croire et d'aimer leurs représentants. Regardez la popularité d'un homme comme Chirac. Oui. Les Français avaient le sentiment qu'il était comme eux. Mais parce que c'est vrai, vous êtes très proche et vous l'êtes resté de Jacques Chirac. Oui, je crois beaucoup en la fidélité. Oui. Et quel que soit le jugement qu'on peut porter sur les uns et les autres, on doit savoir qui vous a aidé, et il m'a beaucoup aidé. Il est vrai. Alors, vous citez quelques-unes de ces expressions triviales. Vous dites qu'il était capable de tout dire. Hein. Oui. Il y a des exemples dans le livre. Non, mais il y a des exemples, et puis il a des formules qui sont des formules à la fois rabelaisiennes et corésiennes. Comme par exemple... les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Oui. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Oui. Et quand vous sortez ça en plein milieu d'une délibération sur un texte Il vous dit, sérieux... à un moment, il dit à la santé des chevaux, Oui, de nos femmes, des chevaux et oui, de ceux qui les montent. C'est une chanson qu'ont les cavaliers. Oui. Et comme il avait fait Saumur, il avait ce souvenir. Oui. Oui, je regarde, c'est ma vérité, hein, c'est pas forcément la vérité, c'est ma vérité. Mais j'ai essayé, comme je suis sorti de la politique, de faire ce livre sans chercher à plaire ou à Vous déplaire. dites toute la vérité, Jean-Louis. Ma Debré. vérité. Oui, votre vérité. Mais par exemple, pour revenir sur Jacques Chirac, comment va-t-il aujourd'hui? Vous dites dans ce livre, j'ai l'impression qu'il a entamé son chemin vers l'autre monde. Oui, c'est vrai. Et il est frappé d'une maladie que je représente comme la mer. C'est une mer qui monte, qui est parfois étale, mais qui ne redescend jamais. Et il est parti vers un monde où nous n'avons pas accès. Oui, vous dites, j'appréhende le jour où il ne me reconnaîtra plus. Oui. Il vous reconnaît encore? Encore. Mais c'est pour moi une angoisse. Le jour où il me dira qui es-tu? Pour l'instant, ça va. Oui. On voit Bernadette Chirac. Elle n'a pas toujours été tendre avec vous? Non. Elle ne vous fait plus inviter au dîner, nous anniversaire? n'avons pas de bonnes relations. Vous dites Sarkozy est son gourou? Oui, c'était son gourou. Elle s'est beaucoup repliée sur Sarkozy. Et ce que je n'accepte
pas bien, c'est que Nicolas Sarkozy, qui a beaucoup de talent, beaucoup de qualité, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur du gouvernement dont le président de la République était Jacques Chirac, il n'a cessé de critiquer. Alors quand on croit aux institutions, lorsqu'on fait partie d'une équipe, on joue collectif et on ne joue pas seul. C'était pas le cas là. Non, ce n'est pas le cas. Et on voit aujourd'hui dans la vie politique française, un certain nombre de ministres, c'est la même chose. C'est le même symptôme, qui jouent solo alors qu'ils devraient jouer collectif. Oui, aujourd'hui, revenons sur Jacques Chirac, la perte de sa fille, vous qui le connaissez bien. Écoutez, c'est comme tout père de famille qui perd un enfant. C'est un drame. C'est un drame. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? On ne sait pas. Mais c'est la vie. La vie est faite d'adieux. Et ça a été un adieu très dur pour lui. Oui. Vous racontez la politique de l'intérieur, Jean-Louis Debré. C'est étonnant. Par exemple, la grande manifestation sur les attentats, vous y êtes invité, vous découvrez des ministres et vous décrivez la situation, des gens qui rient, des gens qui sont contents, qui veulent être devant sur la photo, des ministres qui se bousculent pour être au premier rang. Oui, est-ce que c'est digne tout ça? Non, la politique est devenue un métier du spectacle. Il faut se faire voir. Et ce que je voudrais, c'est qu'on revienne à un peu de dignité. Et que dans des manifestations comme ça, tout le monde soit sur un plan d'égalité. Alors je comprends qu'il y a des problèmes de sécurité, mais comme c'est un spectacle, et vous êtes aussi responsable de ce spectacle, puisqu'aujourd'hui... Mais dans des moments comme ça, oui, mais, face au terrorisme, on s'attend à autre chose. Vous décrivez même les débats à l'Assemblée nationale le lendemain de l'attaque contre le Bataclan. Ça n'a pas été digne. Mais pour moi c'est là où j'ai voulu crier mon indignation, car il y a un moment... quand la nation est frappée au cœur, où on doit oublier ces querelles, on doit oublier ces oppositions et se rassembler. Si, il y a eu un moment qui a été très digne, c'est la cérémonie aux Invalides, parce que là, tout le monde était représenté dans un moment de silence, avec un bon discours du président de la République. Mais je trouve que ce qui nous manque aujourd'hui, en France comme dans d'autres pays, c'est ces moments de rencontre, c'est ces rassemblements où on ne pense qu'à la République et pas à son destin. Oui, vous décrivez d'autres personnages, Balladur, vous avez des mots très durs. Vous Mais dites un personnage hautain, méprisant, imbu de lui-même. Oui, comme beaucoup de politiques qui, lorsqu'ils Lui arrivent... particulièrement, vous êtes... Et lui, je n'ai jamais eu de oui. très bonne relation avec lui, qui ça date de la campagne de 1995, où j'ai beaucoup, entre guillemets, critiqué Balladur, parce qu'il était... Et ça, je ne peux pas l'accepter. Tout avait été fait après la victoire aux élections pour que Chirac reste en réserve et Balladur exerçait les fonctions de Premier ministre. Mais il devait laisser la place Mais vous à Jacques êtes Chirac. étonné de ça? Vous Non, êtes je ne suis pas étonné. Je suis triste. Je suis triste et je pense qu'arrivé à un certain moment, eh bien, il faut respecter ses engagements et avoir une conduite qui soit une conduite respectueuse des uns et des autres. Or, cet engagement de laisser aller Chirac à l'élection présidentielle avait été prise devant tout le monde. Mais Jean-Louis Debré, vous parlez je vous cite, les petits marquis de la trahison. Vous dites lorsque Sarkozy est élu, il vous jette des regards méprisants, des gens qui étaient à vos côtés lorsque Chirac était président, qui vous abandonnent, qui vous trahissent. Vous savez, mais c'est normal ou pas? Je ne sais pas si c'est normal, mais c'est la vie. Quand vous ne représentez plus rien, je le vis aujourd'hui, hein, quand vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes plus rien aujourd'hui, vous diriez ça, Jean-Louis Debré? Je ne suis plus rien. Et je l'ai voulu, j'écris, et je trouve que c'est un moment absolument fascinant pour moi parce que je ne dépends de personne. Je vis avec mes livres, je vis avec mes romans que j'écris. Et quand vous n'êtes plus dans le bal de la politique, eh bien à ce moment-là, on ne vous regarde plus. Je l'ai vécu auprès de Chirac, quand il est sorti de l'Élysée, alors qu'il avait été dominé la vie politique pendant plus de 40 ans, très rapidement. Je me souviens, je me promenais dans les rues de Paris, tous les deux tout seuls, et il y avait, le téléphone cessait progressivement de sonner. Oui, on se détourne ailleurs, c'est la politique, mais c'est partout pareil. Mais en même temps, votre vie, en pensant aussi à votre père, hein, à cette constitution,
qu'il a créé et que vous défendez, vous avez défendu en tant que président du Conseil constitutionnel. Mais quand vous décrivez dans ce livre, quand vous arrivez au Conseil constitutionnel et vous voyez l'état de cette maison délabrée, avec des façons scandaleuses de fonctionner, vous les décrivez. Oui. Des emplois fictifs, des dépenses exacerbées, ça fonctionne n'importe comment. C'est ça la République? Non, c'est pas ça la République. Mais il faut que ceux qui sont les acteurs de la République prennent conscience de leurs responsabilités. Moi, la chose dont je suis le plus fier, en 5 ans, les 5 dernières années, nous avons rendu au Conseil constitutionnel plus de décisions qu'en un demi-siècle, avec un budget que j'ai diminué de 25% et le même nombre de personnes. Oui. Parce qu'il y a eu un travail Donc collectif. vous avez arrêté ceux qui prenaient les voitures de fonction pour rentrer chez eux. Oui, vous avez arrêté. oui. Oui. Mais au-delà de tout ça, ça veut dire aussi qu'il y a trop de lois en France. Alors, ça veut dire aussi ça, qu'il c'est faudra un problème- arrêter c'est un de problème légiférer. Non, mais c'est un problème qui n'est pas propre à la France. C'est qu'aujourd'hui, on a une sorte de vertige. On légifère sur tout. Je vais prendre 2 chiffres. Il y a un peu plus de 10 ans, pour transcrire dans le journal officiel de la République française les lois votées par le Parlement, il fallait 1 700 000 caractères. 10 ans plus tard, il faut 3 800 000 caractères. Les lois sont devenues des espèces de monstres. Pire que ça, on change sans arrêt notre législation. Il y a une espèce d'instabilité législative qui, d'ailleurs, pose des problèmes, puisque les acteurs économiques ou les acteurs sociaux ne savent plus quelle loi s'applique. Oui. Par exemple, dans le livre, vous racontez que vous avez validé la loi sur l'égalité du temps de parole au moment des campagnes électorales. Il y a à peine quelques jours, d'ailleurs, le Conseil constitutionnel a validé la loi qui dit maintenant ça sera l'équité, ça ne sera plus l'égalité. Oui. C'est-à-dire qu'on change de loi en très peu de temps. Oui, et je pense que il faut faire attention à ce qu'on fait, et il faut que la législation dure et non pas en changer à chaque saison. Oui, merci Jean-Louis Debré pour ça, pour cette liberté aujourd'hui que vous revendiquez pour dire ce que vous ne pouviez pas dire. Au fond, finalement, c'est pas ça. La politique, ça devrait être le droit de dire ce qu'on a envie de dire. Vous savez, oui, moi je suis très content par 2 choses. D'abord parce que j'ai quitté la politique avant qu'elle ne me quitte, et qu'aujourd'hui, à part Jacques Chirac, pour qui j'ai une affection, je me sens totalement libre de dire ma vérité quand je le veux et sous la forme que je veux. Alors la vérité, par exemple, est-ce que vous avez voté pour Nicolas Sarkozy? Mais là c'est un principe. Pour une élection présidentielle? Parce que ce que vous en dites, on se dit que non. Mais je ne sais pas. Vous étiez tellement déçu. déçu. La République s'est imposée le jour où on a eu le suffrage universel et où, avant de voter, vous passez dans l'urne. Ne perdons pas cette habitude. Et par conséquent, le vote est secret et il doit rester secret. Oui, mais Jacques Chirac avait dit « Je voterai pour chacun... François Hollande parce que c'est le meilleur, sauf si Juppé se présente. Oui, » Et vous dites d'ailleurs dans le livre, très clairement, ça n'était pas de l'humour, c'est comme pas on a voulu lui faire dire. C'est sa conviction. Et d'ailleurs, il a redit il n'y a pas longtemps qu'il soutenait Alain Juppé. C'est sa responsabilité. Je dis seulement qu'il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, on a tendance à remplacer le vote par des petites touches sur Internet. Oui. Si on en arrive là, la démocratie va mal. Oui, mais quand on demandait à Chirac si Juppé était véritablement fidèle, il vous répondait par un silence. Non, il a toujours été fidèle. Il a hésité. Il a hésité. Qui n'hésite pas dans la vie? Merci Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, redevenu un homme libre. Ce que je ne pouvais pas dire est publié chez Robert Laffont. Merci d'avoir été avec nous. Merci.